Je m'appelle Naïma, j'ai 26 ans. Je suis data analyst dans une grande banque à Lyon. Le salaire est bon, bien au-delà de ce que j'espérais à la fin de mes études, il y a 4 ans. J'analyse des données financières, je construis des modèles prédictifs, j'aide la banque à prendre de meilleures décisions. C'est un travail passionnant et je suis douée. J'ai 3 frères et sœurs. Mathieu, mon frère aîné, a 30 ans. Alicia, ma petite sœur, en a 21. Et Julien, le plus jeune, a 20 ans. On a tous grandi dans la même maison, un pavillon de 5 chambres dans un quartier tranquille. Mes parents l'ont acheté il y a 15 ans. À 22 ans, après mon diplôme, je voulais prendre un appart, commencer ma vie. Mais pile à ce moment-là, mon père a été rétrogradé. Son salaire a chuté, et mes parents ont commencé à galérer pour rembourser le prêt immobilier. Ils devaient 2400 € par mois. C'était devenu trop. Un soir, ma mère m'a appelé dans la cuisine. C'est temporaire, m'a-t-elle dit. Ton père a des soucis au boulot. On a besoin d'aide pour le prêt. Tu pourrais verser 2000 € par mois? On paiera le reste. Je venais juste de commencer mon job. Je gagnais bien ma vie, mais 2000 € c'était énorme. Mais c'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, tout payé pour moi. Je me suis dit que je leur devais bien ça. J'ai accepté. Temporairement. C'était il y a 4 ans. Depuis, je paie 2000 € chaque mois. 400 €. J'ai fait le calcul, en 4 ans, j'ai versé 96 000 € pour une maison qui n'est même pas à moi. Mathieu habite aussi chez nos parents. Il ne travaille plus depuis 2 ans. Avant ça, il a convaincu mes parents de lui prêter 55 000 € pour monter une start-up tech. Un projet censé tous nous rendre riches. Ça a coulé en 6 mois. Argent envolé. Depuis, il passe ses journées dans sa chambre à jouer à la console et à parler de grandes opportunités à venir. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne prenait pas un boulot normal. Il m'a répondu que travailler dans un bureau, c'était indigne de lui. En gros, il me méprisait. Alicia vit aussi à la maison. Elle étudie à l'Institut privé de Saint-Laurent, ça coûte 32 000 € par an. Mes parents paient tout. Quand j'ai demandé pourquoi elle ne bossait pas à mi-temps pour aider, ma mère a dit qu'Alicia devait se concentrer sur ses études. Moi, j'ai bossé tout au long de la fac. Serveuse, vendeuse, tout ce que je pouvais pour payer mes frais. Personne ne m'a dit d'arrêter pour me concentrer. Personne ne m'a offert de tout payer. Mais apparemment, Alicia est différente. Julien est toujours à la maison, lui aussi. Il suit des cours à l'IUT, bosse à mi-temps dans un resto. C'est le seul à part moi qui aide un peu. Mais rien de comparable. Aucun ne paie de loyer. Aucun ne contribue au prêt. Seulement moi. Il y a 6 mois, j'ai essayé d'en parler à mes parents. J'ai suggéré que Mathieu pourrait peut-être travailler. Ou qu'Alicia pourrait faire comme moi à la fac. Mon père m'a regardé en silence. Mathieu a vécu un échec. Il a besoin de temps pour se remettre. Et ma mère a ajouté. L'éducation d'Alicia est importante. On veut qu'elle réussisse. Et moi alors? Moi aussi j'ai fait des études. Et j'ai travaillé en même temps. C'est pas pareil. Toi, tu as toujours été plus indépendante. Je n'ai rien trouvé à répondre. Indépendante. Ça voulait dire quoi? Qu'ils attendaient moins de moi? Ou plus? J'ai continué à payer les 2000 € chaque mois. À dormir dans ma chambre d'enfance. À aller bosser. À revenir chaque soir dans une maison où tout le monde prenait ce que je donnais, sans jamais me remercier. Décembre est arrivé. Normalement, j'adore Noël. Ma mère prépare toujours un énorme dîner le 24, dinde rôtie, purée maison, ces fameux biscuits au gingembre. La maison sent bon, on regarde de vieux films tous ensemble pendant que mon père boit du lait de poule et ressort les mêmes histoires. Mais ce matin-là, le 24 décembre, je me suis levée à 8 heures. Silence total. Rien. Pas de télé qui hurle en bas, ce qui est étrange, car mon père l'allume toujours à fond. Pas d'odeur de dinde. Pas de biscuits. Je suis descendue. Cuisine vide. Salon vide. J'ai vérifié toutes les pièces du rez-de-chaussée. Rien. Je suis remontée. Chambre vide. Mathieu, absent. Alicia, absente. Julien, absent. Mes parents? Pareil. Je regarde par la fenêtre, allée vide. Les 3 voitures ont disparu. Je sors mon téléphone. J'appelle ma mère, messagerie. Mon père, pareil. Mathieu, Alicia, Julien, personne ne décroche. J'envoie des messages, où êtes-vous? Aucune réponse. J'ouvre le groupe familial. Impossible d'envoyer un message. J'ai été retirée du groupe.
Je reste là, seule, dans cette maison vide, mon téléphone à la main, incapable de comprendre. Alors j'appelle mon oncle Roland, le frère de mon père. Allô? Me répond-il. J'entends du bruit derrière, des voix, de la musique. Oncle Roland. Où est tout le monde? Oh Naïma. On est à l'île de la Réunion. Ils ne t'ont rien dit? Tes parents fêtent leurs 35 ans de mariage. Toute la famille est venue. C'est magnifique ici, tu devrais voir le complexe hôtelier. Un froid m'a envahi. Personne ne m'a parlé de ça. Vraiment? Ils ont dit que tu ne pouvais pas venir. Que tu devais travailler pour aider la famille. Et là, j'entends la voix d'Alicia derrière lui. Le plan, c'était de me laisser seule à la maison, pour arroser les plantes et faire le ménage. Oncle Roland n'a rien répondu à ça. Je l'ai entendu s'éloigner d'Alicia, le bruit de fond devenait plus calme. Je suis désolée, Naïma. Je croyais que tu étais au courant. Depuis combien de temps tu sais? Depuis septembre. Il prévoit ce voyage depuis des mois. J'ai raccroché. Je suis restée là longtemps à fixer le vide. Ma famille avait tout organisé sans moi. Ils avaient réservé les vols, choisi un hôtel, contacté toute la famille. Et ils m'avaient délibérément laissé derrière. Pas parce que je devais travailler, mais parce qu'ils voulaient que je garde la maison pendant que profitait du soleil à la Réunion. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié ni rien cassé. Juste cette clarté soudaine, comme si je voyais enfin net après des années de brouillard. Je me suis levée. Je me suis préparé des pâtes, ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale, puis j'ai allumé la télé. Je suis tombée sur un marathon de films de Noël. Je n'ai envoyé aucun message. Pas de joyeux Noël, pas de félicitations pour l'anniversaire de mariage. Rien. J'ai juste existé dans cette maison vide et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah, une amie de la fac que je voyais toujours. Tu m'avais parlé d'un appart que ta grand-mère loue? Oui, à Rivière-sur-Saône. Quartier sympa, 2 chambres. Pourquoi? Il est dispo? Attends, je demande. Elle est revenue 1 minute plus tard. Oui, il est libre. Tu veux des photos? Oui, s'il te plaît. Elle me les a envoyées en moins de 10 minutes. L'appartement était parfait, propre, lumineux, rénové. Rien de luxueux, mais à moi. Enfin, il pouvait l'être. Je le prends, ai-je dit. Super. Ma grand-mère va être ravie, elle cherchait quelqu'un de sérieux. J'ai reçu le bail dans l'après-midi, signé en ligne et renvoyé aussitôt. Le loyer était raisonnable, bien moins que ce que je versais pour l'emprunt de mes parents. Le 26 décembre, j'ai passé des appels. J'ai trouvé une société de déménagement qui bossait même pendant les fêtes, à tarif majoré. Je m'en fichais du prix. Je voulais partir. Le reste de la journée, je l'ai passé à faire l'inventaire. Tout ce que j'avais acheté moi-même. Le téléviseur 183 cm du salon, acheté avec ma prime l'an dernier, 2300 €. La machine à laver, le sèche-linge, le micro-ondes, le lave-vaisselle, le frigo connecté à double compartiment, la machine à café haut de gamme à 900 €, utilisée chaque matin par ma mère. Le routeur Wi-Fi, tout le système domotique que j'avais installé 6 mois plus tôt. J'avais toutes les factures. Je suis organisée, surtout côté finance. Tout était enregistré dans un dossier sur mon ordi. J'ai tout imprimé, rangé dans une pochette. Le lendemain, à 8 heures, les déménageurs sont arrivés. 3 gars, un camion. J'ai montré mon dossier au chef d'équipe. Il leur a fallu 6 heures pour tout sortir. La grande télé, celle que mon père adorait. La machine à laver, le sèche-linge, ma mère faisait des lessives tous les jours. Le frigo intelligent à 2700 €. Tout est parti dans le camion. La machine à café a été la dernière. C'était un cadeau d'anniversaire pour ma mère, il y a 2 ans. Elle avait pleuré en l'ouvrant. Le plus beau cadeau de ma vie, avait-elle dit. Aujourd'hui, elle partait dans un carton. Le routeur Wi-Fi, la centrale domotique, tout débranché. Plus de commandes vocales, plus de chauffage automatique. Juste une maison ordinaire, redevenue muette. Le soir, la maison était méconnaissable. Il restait leurs meubles, leurs appareils de base. Mais tout ce qu'il y avait de beau, de moderne, tout ce que j'avais payé, avait disparu. Je me suis installée dans mon nouvel appartement le jour même. La grand-mère de Sarah m'a accueillie avec un sourire sincère. Je lui ai réglé la caution et 3 mois de loyer d'avance. Je voulais de la stabilité, ne pas avoir à m'inquiéter. Une fois seule, j'ai sorti mon ordi. Je me suis connectée au service, électricité, eau, internet. Tous les comptes étaient à mon nom, c'est moi qui payais les factures. Je les ai résiliés un par un à l'adresse de mes parents.
J'ai laissé mes clés sous le pot de fleurs, là où on cache toujours le double. Et j'ai déposé les factures impayées sur la table de la cuisine pour qu'il sache ce qu'il restait à régler. Puis je suis partie. Pour de bon. Ma famille rentrait de la Réunion dans 6 jours. J'avais installé une caméra connectée à la porte d'entrée, encore un achat que j'avais financé. Le compte était toujours actif sur mon téléphone. Je pouvais voir chaque mouvement. J'ai attendu. J'ai vidé mes cartons, rangé mes affaires, commencé à m'approprier l'espace. Je suis retournée au travail, je rentrais chez moi le soir, je dînais seule. En paix. 6 jours après, une notification a sonné. Mouvement détecté. J'ai ouvert l'appli. Les voitures se garaient dans l'allée. Il était 20 heures. Ma famille riait, sortait les valises du coffre. Le teint bronzé, les visages détendus. Mon père a sorti ses clés pour ouvrir la porte. Il est entré. Quelques secondes plus tard, il est ressorti, l'air déconcerté. La maison était plongée dans le noir. Aucune lumière ne s'allumait, peu importe l'interrupteur. J'ai vu ma mère entrer à son tour, puis ressortir aussitôt, agitant les bras, parlant vite. Mon père a sorti son téléphone, sûrement pour appeler EDF. Mathieu est entré à son tour. 1 minute plus tard, il est ressorti et a marché droit vers la caméra de sécurité extérieure, encore une chose que j'avais installée. Il a dû consulter les images sur son ordinateur, car juste après, ma mère m'a appelé. J'ai laissé sonner. Puis j'ai écouté le message vocal. Naïma, qu'est-ce que tu as fait? Rappelle-moi tout de suite. J'ai supprimé le message. Et j'ai repris mon film. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Ma mère. Ignorée. Elle a rappelé 6 fois avant 9 heures. Puis mon père. Puis Mathieu. Tous ignorés. Vers 10 heures, elle a rappelé encore. Cette fois, j'ai décroché. Elle hurlait. Tu es une criminelle. Une traîtresse. Tu nous as volés. J'ai pris ce qui m'appartient. Où es-tu? Quelle est ton adresse? Je lui ai donné. Je voulais l'affrontement. Je n'avais plus rien à cacher. Elle a raccroché sans un mot. 1 heure plus tard, on sonnait à ma porte. J'ai regardé par le Judas, toute ma famille était là. Mes parents, Mathieu, Alicia, Julien et 2 policiers. J'ai ouvert, mais je n'ai laissé entrer que les agents. Ma famille essayait de passer derrière eux. J'ai bloqué l'entrée. Seulement les policiers. L'un d'eux, agent carrière selon son badge, semblait mal à l'aise. Madame, votre famille dit que vous avez retiré des biens de leur domicile. Ce sont mes biens. Vous voulez voir les justificatifs? J'ai sorti mon dossier. 4 ans de reçu de virement, prouvant que je versais 2 000 € par mois. Facture du téléviseur, des appareils électroménagers, de la domotique, garantie à mon nom. Tout était classé clair. L'agent carrière a tout lu attentivement. Son collègue regardait par-dessus son épaule. Ils prenaient leur temps, date, montant, nom. Madame, je dois vous demander, subissez-vous du harcèlement de la part de votre famille? Oui. Mais je ne veux pas porter plainte pour le moment. Il m'a tendu sa carte. Si vous changez d'avis, passez au commissariat. Ils sont sortis. J'ai entendu l'agent parler à ma famille. Tous les objets lui appartiennent. Elle a les justificatifs. Il n'y a rien que nous puissions faire. C'est impossible, a crié ma mère. Elle a vécu chez nous, elle a payé 2 000 € par mois pendant 4 ans. Silence. Puis ma mère s'est mise à pleurer bruyamment. Des sanglots théâtraux. Elle me brise le cœur. Ma propre fille. La voix de mon père était plus calme, mais ferme. Naïma, tu dois te calmer et rentrer à la maison. Tu agis de façon irrationnelle. Je suis sortie dans l'encadrement de la porte. Ils m'ont vu. Je ne reviendrai pas. Je ne paierai plus votre crédit. C'est terminé. J'ai refermé la porte et tourné la clé. Je les ai entendus se disputer quelques minutes, puis des portières claquer. Un moteur a démarré. Ils sont partis. J'ai repris ma vie. Travail en semaine, soirée tranquille dans mon appartement. Je payais mon loyer, faisais mes courses, et j'économisais pour la première fois depuis 4 ans. C'était une sensation incroyable. 3 semaines plus tard, je croise Mathieu et Alicia au supermarché. J'étais dans le rayon fruits et légumes quand j'ai entendu sa voix. Naïma. Je me suis retournée. Ils avaient l'air furieux. Tu dois arranger ça, m'a dit Alicia. Maman pleure tous les jours à cause de toi. Ce n'est pas mon problème. Mathieu s'est approché. Allez. Rallume au moins Internet. J'en ai besoin pour chercher du boulot. Tu as 30 ans, Mathieu. Paye-toi ta propre connexion.
J'ai pas les moyens en ce moment. Alors trouve un boulot. N'importe lequel. Fast-food, vente, peu importe. Comme tout le monde. Je suis passé devant eux et suis allé en caisse. Ils ne m'ont pas suivi. Les mois suivants ont été paisibles. Je travaillais. J'économisais. Je profitais de ma solitude. Pas de bruit, pas de drame, personne pour me réclamer quoi que ce soit. J'ai pu enfin faire ce que j'avais envie. Aller au cinéma, m'acheter des vêtements neufs, partir un week-end à la côte. Mon téléphone sonnait souvent au début. Des oncles, tantes me reprochant de ne pas aider ma famille, de manquer de cœur, que la famille, ça se soutient. Dès que ça partait dans ce sens, je raccrochais. Puis un jour, j'ai reçu une lettre recommandée. Mes parents me poursuivaient en justice pour 30 000 € de dommages émotionnels et biens volés. J'ai appelé une avocate. Elle a lu tous mes documents, puis elle a ri. Ce dossier ne tiendra pas 2 minutes. Ne vous inquiétez pas. Le jour de l'audience est arrivé. Je me suis assise d'un côté avec mon avocate. Mes parents de l'autre côté avec la leur. Derrière eux, Mathieu, Alicia, Julien. Mon père a parlé en premier. Il a évoqué le devoir familial, l'obligation d'aider ses parents, mon abandon en plein moment difficile. Il parlait comme si j'étais une criminelle. Puis ce fut mon tour. Mon avocate a sorti le dossier. Le juge a examiné chaque reçu, chaque virement. Puis il a questionné mes parents. Votre fille a-t-elle payé 2 000 € par mois pour votre emprunt? Oui. Et a-t-elle acheté les objets listés ici avec son propre argent? Oui, mais elle vivait chez nous. Vos autres enfants ont-ils contribué au crédit? Hésitation. Non. Ont-ils payé un loyer? Non. Le juge a regardé Mathieu. Jeune homme, vous avez 30 ans. Travaillez-vous actuellement? Non. Puis Alicia. Vous êtes en école privée. Qui paie les frais? Mes parents. Le juge s'est adossé à son siège, l'air pensif. Donc, si je comprends bien, dit le juge, votre fille a payé 2 000 € par mois pendant 4 ans, soit 96 000 €. Elle a acheté les appareils électroménagers et électroniques avec son propre argent. Vos autres enfants, tous adultes, vivent chez vous gratuitement et ne contribuent en rien. Et vous la poursuivez pour avoir repris ses biens en partant? Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Affaire classée, a conclu le juge. Et vous paierez tous les frais de justice. Ma mère a éclaté en larmes, encore. Mon père avait l'air sonné. Mathieu fixait le sol. Alicia était furieuse. Je suis sortie du tribunal et rentrée chez moi. J'ai fait à dîner, regardé la télé, et dormi mieux que depuis des années. 3 mois plus tard, oncle Roland m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Je pense que tu devrais savoir, m'a-t-il dit. Tes parents ont perdu la maison. Sans toi, ils n'arrivaient plus à payer. La banque l'a saisi. Ils ont emménagé la semaine dernière dans un F3 en location. Mes parents dorment dans la chambre principale. Alicia sur le canapé. Mathieu et Julien partagent la seconde chambre. Je n'ai rien dit tout de suite. Je ressentais quelque chose. Peut-être de la compassion, peut-être une forme de justice. Je n'étais pas sûre. Et comment ils s'en sortent? Mal, Alicia a dû quitter l'Institut de Saint-Laurent pour aller à la fac publique du coin. Elle est furieuse. Ton père a dû retrouver un emploi à temps plein, une première en 15 ans. Ta mère vend ses bijoux et vêtements de luxe en ligne pour payer le loyer. Et Mathieu, toujours au chômage, apparemment. Même s'il cherche, soi-disant. Tu vas les aider? Non. Il a raccroché. Je suis restée là, à imaginer ma famille entassée dans un petit appartement. Mes parents dans une pièce, Alicia sur le canapé, Mathieu et Julien dans l'autre. Plus de confort. Plus d'intimité. Ils avaient une maison avec 5 chambres. Ils auraient pu la garder. Si quelqu'un avait aidé. Si Mathieu avait travaillé. Si Alicia avait eu un job étudiant comme moi. Si mes parents m'avaient traité comme un membre de la famille, pas comme un portefeuille. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils en paient le prix. Une semaine plus tard, Mathieu m'a envoyé un message sur les réseaux. J'ai failli le supprimer sans lire. Mais encore une fois, la curiosité a gagné. Salut, je sais que ça a été tendu entre nous. J'essaie de changer. J'ai postulé à plusieurs offres et j'ai vu que ta banque recrute. Tu pourrais me recommander? Ce serait super sympa. Je suis restée figée devant le message. Mathieu voulait que je l'aide à entrer dans la banque où je bosse. Après tout ça. Après m'avoir laissée seule à Noël. Après avoir vécu gratuitement pendant que je payais tout. Après m'avoir traînée en justice. Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai bloqué.
Pas d'explication. Pas d'émotion. Bloqué. 2 mois ont passé. Puis 3. La vie s'est installée dans un rythme serein. J'ai eu une promotion, une belle augmentation. J'ai commencé à chercher un appartement à acheter. Quelque chose à moi. Vraiment à moi. J'ai fait de nouvelles rencontres au travail. Sorties les vendredis, club de lecture. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais isolée en vivant là-bas. Travailler sans cesse, juste pour que les autres vivent à mes dépens. Maintenant j'avais du temps, de l'argent, de la liberté. Sarah m'a invitée à sa soirée d'anniversaire. Je me suis offert une robe neuve, ce que je n'aurais jamais fait avant. À la fête, j'ai parlé avec des gens intéressants, pas juste de factures ou d'obligations. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais pour le plaisir. Et je me suis rendu compte que j'avais des loisirs maintenant. Je m'étais mise à la peinture, à la photo en ligne, je faisais des randonnées le week-end. Parfois, je me demandais si je devrais me sentir coupable. Si j'étais une mauvaise fille, une mauvaise sœur, pour les avoir coupées de ma vie. Mais alors je repensais au matin de Noël. À cette maison vide. À la voix d'Alicia qui disait que le plan, c'était de me laisser là pour m'occuper de tout. À ma mère en larmes au tribunal, non pas parce qu'elle m'avait fait du mal, mais parce que je ne me laissais plus utiliser. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libérée. Après le procès, mes parents ne m'ont plus jamais contacté directement. Ni Alicia, ni Julien. Mathieu a essayé quelques fois, via d'autres plateformes. Je l'ai bloqué à chaque fois. Les autres membres de la famille ont fini par arrêter d'appeler. Je crois qu'ils ont compris, je ne changerai pas d'avis. 6 mois après mon départ, j'ai acheté mon propre appartement. Une chambre, une salle de bain, une petite cuisine, un balcon avec vue sur la ville. C'était parfait. C'était à moi. Vraiment à moi. Pas un bien que je finançais pendant que d'autres en profitaient. La signature a eu lieu un vendredi. J'ai pris mon après-midi pour signer les papiers. Quand je suis sortie du cabinet notarial avec les clés en main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Pas pour ce que j'avais fait pour les autres. Mais pour ce que j'avais fait pour moi. Le soir, je me suis installée sur mon balcon avec un verre de vin. J'ai regardé le soleil se coucher sur la ville. Mon téléphone était silencieux. Personne ne me demandait d'argent. Personne ne me suppliait de résoudre ses problèmes. Personne ne me faisait culpabiliser parce que je voulais vivre ma propre vie. Je pensais à ma famille, parfois. Je me demandais s'ils avaient retenu quelque chose. S'ils avaient changé. Mais pas au point de vouloir reprendre contact. Ils m'avaient montré qui ils étaient. Et j'avais enfin choisi de les croire. Pendant 4 ans, j'avais été celle qui assume tout. La responsable, la stable. Celle qui sacrifie tout pour sa famille. Et en retour, ils m'avaient laissé seule à Noël. Pour garder leur maison. Aujourd'hui, c'est moi qui étais partie. Et je ne regardais pas en arrière. Mon appartement était calme. Paisible. Ce silence m'appartenait. Et il n'était pas vide. Il était mérité. Je n'avais aucune intention de me réconcilier. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai construit une nouvelle vie. Une où je passais en premier. Où mon travail me servait à moi. Où je n'étais ni utilisée, ni négligée, ni tenue pour acquise. Pour la première fois depuis que je suis adulte, je vivais pour moi. Et c'était exactement ce qu'il fallait. J'ai levé mon verre. À ce coucher de soleil. À mon nouvel appartement. À la vie que j'avais enfin choisie pour moi-même. J'ai payé 96 000 € pour découvrir ce que ma famille pensait vraiment de moi. C'était une leçon chère, mais je l'ai bien apprise. J'en ai fini d'être le plan de secours. Fini d'être la banque familiale. Fini de sacrifier mon avenir pour des gens qui n'avaient même pas pris la peine de me dire qu'ils partaient à la Réunion. J'étais juste libérée. Et je n'avais jamais été aussi heureuse.